TV Liberté n'est pas financé par les oligarques qui dealent avec le pouvoir, ni par le pouvoir qui deal avec les oligarques. TVL n'est pas arrosé par les laboratoires pharmaceutiques qui courent après leurs profits jusqu'au mépris de vos vies. Derrière TVL, il n'y a pas de marchands de canons qui comptent sur la guerre pour faire leur beurre. TV Liberté, c'est un média alternatif, indépendant. Contrairement à la grande presse qui croule sous l'argent de vos impôts, nous dépensons vos dons avec rigueur et discernement pour vous informer. Nous ne recevons aucune subvention et pourtant, d'année en année, nos décryptages se vérifient et ils sont confirmés par la réalité. Parce qu'à TVL, nous n'avons pas de conflit d'intérêts, ni avec les partis, ni avec les vaccins, ni avec une puissance étrangère, ni avec quiconque. Ce que nous avons, c'est un devoir d'intégrité et d'exemplarité vis-à-vis de vous. Mais pour continuer notre mission, pour sortir la tête de l'eau après cette censure bancaire, mais aussi pour riposter, pour rendre coup pour coup au système. Nous n'avons pas d'autre aide que vous. Vous êtes notre seul soutien. Alors ne vous contentez pas d'être spectateur. Donnez à TV Liberté et agissez à nos côtés dès aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, le bras de fer énergétique continue entre Viktor Orban et l'Union européenne. Le gouvernement hongrois multiplie les décisions et les rendez-vous qui vont à l'encontre de la volonté bruxelloise. Le budget feuilleton de l'automne, après le vote du projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est au tour du projet de loi de finances et toujours plus d'impôts pour les Français. Nouvelle mobilisation agricole enfin en Ariège où des éleveurs refusent d'abattre leurs troupeaux touchés par la dermatose nodulaire. Viktor Orban et Ursula von der Leyen ne passeront pas Noël ensemble alors que les dirigeants de l'UE veulent à tout prix monter d'un cran l'opposition à la Russie. Viktor Orban multiplie les déplacements chez ses partenaires américains, turcs et russes. Nicolas de Lamberterie. La Hongrie mise tout sur la perspective future d'une résolution du conflit russo-ukrainien et marche donc totalement à rebours des eurocrates. En effet, Bruxelles et une bonne partie des euromondialistes ont choisi une stratégie jusqu'au-boutiste. Ursula von der Leyen et consorts tentent un jour de tordre le bras aux règles européennes en contournant les vétos hongrois et slovaques pour essayer d'imposer à tout prix l'interdiction de l'importation de toute forme d'énergie russe d'ici fin 2027. Et un autre jour, ils veulent forcer la main à la Belgique, pays dont on oublierait presque l'existence en dehors du fait qu'il est la terre d'accueil des institutions européennes, en voulant obliger le pauvre petit royaume à porter sur lui seul le risque de faillite pure et simple, en lui faisant assumer la responsabilité potentielle exclusive du vol des fonds russes gelés qui se trouvent actuellement en Belgique. Et dans ce contexte un peu particulier, les habituelles petites escarmouches hongroises, souvent plutôt verbales, mais aboutissant la plupart du temps à des compromis, se transforment ces dernières semaines en quasi-révolte de Budapest. En effet, bénéficiant de l'appui de Donald Trump, les Hongrois se sentent davantage libres de refuser le chantage de Bruxelles, qui veut acculer la Hongrie mais aussi la Slovaquie à littéralement déposer le bilan dans l'éventualité où ces deux pays devraient se passer d'énergie russe et basculer sur d'autres approvisionnements beaucoup plus onéreux. Profitant de l'incertitude de la situation et du manque de courage de ses collègues, Viktor Orban est en train de tenter, voire de réussir le pari de faire de la Hongrie, pays enclavé et sans ressources, un hub diplomatique et un hub énergétique de première importance, en prenant le contrôle ou en rapatriant toute une série d'infrastructures clés dans le domaine énergétique. C'est en tout cas ce qui ressort une fois de plus après la visite du ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, qui s'est de nouveau rendu à Moscou cette semaine. Quelque chose de mon point de vue de très important a été confirmé lors de cette visite, c'est le déménagement de Rotterdam à Budapest de la société South Stream Transport BV, qui est donc filiale de Gazprom,
et l'opérateur de la section offshore du gazoduc Turkstream, donc qui passe par la mer Noire et qui achemine le gaz russe vers l'Europe. C'est notamment par cet itinéraire qui est en grande majorité approvisionné la Hongrie, donc c'est absolument vital. Cette société déménage à Budapest pour bien évidemment se prémunir contre de nouvelles sanctions judiciaires, dans le contexte des sanctions américaines liées à la guerre en Ukraine, et c'est absolument clé pour la Hongrie. Alors c'est très important de rappeler dans quel contexte a eu lieu cette visite du ministre Szijjártó. Elle intervient au lendemain de la visite de la délégation hongroise à Istanbul, 2 semaines après la visite de cette même délégation à Moscou et à peu près un mois après une visite à Washington. Alors en réalité tout cela est très cohérent, et cette affaire de filiale de Gazprom qui déménage de Rotterdam à Budapest résume bien toute la stratégie hongroise. C'est que dans un premier temps, les dirigeants hongrois sont allés à Washington pour s'assurer qu'ils disposeraient d'un statut particulier, en quelque sorte une exemption des sanctions grâce à leurs liens politiques et diplomatiques privilégiés avec l'administration américaine. Ensuite, ils se sont rendus à Moscou pour bien s'assurer que le gaz sera livré, que Moscou respectera ses engagements. Et ensuite, dernière étape de cette tournée diplomatique, Istanbul, puisqu'il faut bien savoir qu'on dit souvent que la Hongrie est dépendante de la Russie d'un point de vue énergétique, mais or on pourrait très bien dire qu'elle est aussi dépendante d'un certain point de vue de la Turquie, qui joue un rôle absolument clé en termes de transit gazier vers l'Europe. Outre le déménagement de la société de gestion du gazoduc Turkish Stream, d'autres accords économiques ont été passés entre la Hongrie et la Russie, dans un contexte où la Hongrie prépare la fin du conflit russo-ukrainien et la reprise des relations économiques avec Moscou, et s'efforce donc de se positionner avant les autres en ce sens. Autre point important de la coopération russo-hongroise, l'extension de la centrale atomique de Paks, gérée par les Russes de Rosatom, est indispensable au pool énergétique hongrois. Pour éviter les tracasseries occidentales, la Hongrie a progressivement associé des partenaires français puis américains au projet, de telle sorte que plus personne n'a intérêt à ce que le projet s'arrête. En clair, du fait de sa position d'acteur modeste, la Hongrie applique la théorie inversée du diviser pour régner. Elle s'efforce de multiplier les partenariats avec les grands acteurs afin de pouvoir s'offrir des marges de manœuvre et de négociation. Donc là, c'est clairement, en l'occurrence, un succès diplomatique qui a été transformé en succès énergétique et économique, je dirais. Et dans l'ensemble, pour résumer un peu cette situation de manière trivale, je dirais quand même que c'est quand même tout à fait extraordinaire et rare dans l'histoire de la Hongrie, qui est un petit pays, donc qu'un dirigeant s'entende, disons, avec l'empereur, avec le tsar et avec le sultan. C'est absolument exceptionnel. Reste donc à voir jusqu'où iront le bras de fer, voire la rupture entre Bruxelles et Budapest, tant les deux entités semblent vouloir aller dans des directions totalement opposées et de plus en plus difficilement réconciliables. Les rapports de force sont évidemment en défaveur de Budapest. Mais l'exemple hongrois donne mal au crâne aux dirigeants euromondialistes qui ont eux-mêmes de plus en plus de mal à garder leur légitimité démocratique dans leur propre pays. La fin d'année 2025 s'annonce en tout cas explosive avec le prochain sommet européen à Bruxelles. Le PLFSS presque entériné, c'est au tour du PLF d'occuper nos brillants esprits parlementaires au Palais Bourbon. Entre pression fiscale et bataille politicienne, la saga continue. Je regarde aujourd'hui où nous en sommes et je ne vois pas le chemin. Je vais vous dire avec sincérité. Je ne vois pas le chemin. Ça veut dire quoi, je ne vois pas le chemin? C'est-à-dire que ce qui a été possible pour le PLFSS, je crois que ça ne sera pas possible pour le PLF. Il le dit avec sincérité, comment ne pas le croire. Le patron du groupe socialiste à l'Assemblée, Boris Vallaud, tout émoustillé d'avoir obtenu des concessions des macronistes, remet donc le couvert. Après le projet de loi de finances de la sécurité sociale, le PLFSS, c'est donc au tour du projet de loi de finances, le PLF. Derrière ces petites guerres de tranchées entre partis et derrière ces batailles de chiffres et de pourcentages, pour le budget se dévoile petit à petit une augmentation des impôts pour tous les Français, comme nous l'explique l'analyste financier Philippe Béchade. Première conséquence, quand même, une hausse des impôts via la CSG qui touche, comme on le sait, l'ensemble des revenus salariés, revenus d'activité, revenus
du capital, revenus immobiliers, les loyers. Bref, la CSG n'épargne personne. En revanche, les retraités vont être épargnés quelque part du fait que on n'appliquera pas l'année blanche, c'est-à-dire le gel des pensions. Néanmoins, la CSG va s'appliquer. Donc les retraités vont quand même y perdre, mais beaucoup moins que si on était parti sur une année blanche. Maintenant, on cherche dans ce budget où sont les économies. Comment on réduit les déficits. On va probablement en discuter donc avec le budget général, mais en tout cas tout ce qui touche aux retraites, au fonctionnement de la santé, pour l'instant on n'a pas vu du tout où l'État comptait réaliser des économies. Maintenant il y a encore la navette avec le Sénat, c'est-à-dire que le PLFSS n'est pas encore totalement adopté, il peut encore y avoir des amendements. Et si jamais c'est trop bloquant, on ne peut pas exclure finalement que ce budget soit retoqué. Une hypothèse peu probable, mais pas complètement impossible avec le Sénat. La suite du feuilleton budgétaire devrait continuer de consacrer la course à l'impôt contre les Français à la faveur du rapport de force au Palais Bourbon avec les socialistes qui tiennent en respect le gouvernement pour lui éviter de passer par un 49.3, par des ordonnances ou même de risquer une motion de censure. Pour Philippe Béchade, l'examen du PLF devrait une nouvelle fois donner l'occasion de voir fleurir de nouveaux impôts et taxes. Il faut s'attendre à quoi ? Qu'on court l'épine de la fiscalité. La CSG, c'est déjà une chose. Qu'est-ce qu'on va nous rajouter ? Oui, la taxe des carburants. Qui sera en application au début d'année, comme si les carburants n'étaient pas déjà assez taxés. Mais là, voilà, on a trouvé le moyen d'introduire encore un nouveau prélèvement écologique, anti-carbone. Moi, je m'attends à ce que les recettes de poche de l'État soient augmentées, comme à chaque fois qu'on cherche de l'argent. Et puis, les choses énormes, c'est-à-dire les milliards que l'on aiguille vers l'Ukraine sans aucun contrôle. Alors ça continue. On va peut-être supprimer pour le symbole 2-3 agences d'État, mais on ne va pas supprimer celles qui nous coûtent des dizaines de milliards. Il y a beaucoup d'économies à réaliser également avec l'efficacité. Les régions, par exemple, nous coûtent extrêmement cher. On pense qu'on pourrait économiser peut-être 12 ou 15 milliards en rendant le millefeuille administratif, régional, départemental, communal. On pourrait probablement aller récupérer les milliards qui manquent pour les retraites, par exemple. Les retraites, c'est justement un grand sujet de friction entre la droite LR et les macronistes qui ont mis entre parenthèses la réforme emblématique des 8 ans de règne macronien. Le calendrier du Sénat prévoit pour l'instant un vote en première lecture sur l'ensemble du PLF dès lundi 15 décembre dans l'après-midi. Le feuilleton devrait ainsi se poursuivre jusqu'à Noël au moins. Reste à voir si, après avoir fait des cadeaux au PS, Sébastien Lecornu fera aussi des cadeaux aux Républicains. La fronde agricole se poursuit. Plusieurs centaines d'agriculteurs avec leurs tracteurs se sont mobilisés ce 11 décembre devant une ferme ariégeoise alors que l'un des leurs refuse d'abattre son troupeau. Ils veulent un nouveau protocole pour arrêter le massacre des cheptels. Édouard Chano. Les services de l'État exigeaient d'abattre un troupeau ce 11 décembre à 9h du matin. 8 vaches sur 208 sont atteintes de dermatose nodulaire. Mais à l'heure dite, dans ce village de Bordes-sur-Arize, dans l'Ariège, ils étaient près de 500 agriculteurs avec leurs tracteurs à se mobiliser pour soutenir l'un des leurs, qui refuse l'injonction des autorités et veut sauver son cheptel de blondes d'Aquitaine. Depuis plusieurs mois, les syndicats agricoles, coordination rurale en tête, demandent de cesser les abattages systématiques et dénonce la surdité de l'État, comme l'explique Patrick Legras, membre de la CR. On a demandé depuis 4-5 mois de faire des tests, d'isoler des troupeaux, d'abattre seulement les bêtes malades pour voir l'évolution, puisqu'il y avait vaccination. Évidemment, on voulait une vaccination dans la foulée. Pour l'instant, ça a été rejeté. Depuis le 14 novembre, les services vétérinaires européens ont dit à la France d'arrêter de faire cet abattage total, de faire un abattage sélectif, de voir si on arrivait à enrayer de cette manière la façon de gérer la crise. En 92, on a déjà eu le problème à La Réunion
Et on a géré de la même manière, c'est-à-dire avec un abattage partiel et une vaccination, le problème en 90. Donc c'est pas nouveau, sauf que là, on a des gens qui font du zèle, qui suivent des directives de Bruxelles qui sont pas très claires. Et là qu'il y a un changement, il n'y a pas volonté d'adapter ou d'arrêter ce massacre, puisqu'il y a quand même on est déjà à près de 108 troupeaux d'abattus. La dermatose nodulaire se propage lentement, celle-ci provenant des insectes, principalement via les piqûres de thon. C'est une maladie virale strictement animale et principalement bovine, sans danger pour l'homme. Elle se traduit par une fièvre élevée, des nodules cutanés sur tout le corps de l'animal. Son taux de mortalité se situe vers 10%. Les manifestants demandent d'arrêter le massacre qui détruit des exploitations et des vies d'agriculteurs, mais aussi un patrimoine génétique précieux. Ils dénoncent des indemnisations qui n'arrivent pas ou trop tard et demandent d'assurer les vaccinations tout en acceptant un protocole strict d'abattage ciblé et de confinement de 45 jours. Mais face au ministre de l'Agriculture Annie Genevard, plus rien ne semble garanti. En sachant quand même qu'il n'y a aucun risque pour le consommateur du lait, il n'y a aucun risque pour le consommateur de viande, et il n'y a aucun risque que ça soit transmis à l'homme. Comme toujours, l'agriculteur, il a juste qu'à fermer sa gueule. Donc il y a un moment, il va peut-être falloir être un peu plus rigoureux, pas faire tout et n'importe quoi et son contraire. C'est-à-dire que le vaccin, évidemment, ce n'est pas que la solution, mais si on adapte le vaccin bien fait, parce qu'on n'a pas de visibilité, nous, en tant que producteurs et syndicats, bien fait, et qu'on fait un ciblage, et ben, quelles que soient les maladies ou les épisodies, on peut trouver des solutions. Mais là, on a un État, déjà, on a une ministre qui n'y connaît rien, il faut être clair, hein, elle vient d'arriver, la pauvre, même s'il y a un an, elle n'est pas du milieu agricole, elle n'est pas du service vétérinaire, donc si elle est mal entourée, ben, évidemment, elle prend des mauvaises décisions. Et puis par contre, là, tout ce qui vient des autres pays comme de Mercosur, ça peut être dégueulasse, machin, tout ça rentre comme on veut. Donc c'est ça qui est dramatique. Et vous avez des gens qui sont motivés, hein. Je connais très bien les gens du Sud, ils ne vont pas se laisser faire. Surtout qu'aujourd'hui, si on commence là, il y a une très grande population d'animaux, il y a un temps beaucoup plus doux dans le sud de la France, et ben on va tuer des milliers de bêtes. Donc ça, c'est certain que là, ça ne va pas bien se passer. S'ils veulent aller en force, ça ne va pas bien se passer. Car les agriculteurs s'inquiètent de la présence de cars de CRS à Toulouse, comme ils le disent, qu'on leur envoie les boucliers. Plus de doute, la colère monte dans les campagnes face à la bureaucratie. Passons à présent à l'actualité. En bref, en France. Coup de filet chez les amateurs de poupées pédopornographiques. Mercredi, sur l'ensemble du territoire, environ 20 personnes ont été interpellées après avoir acheté des poupées sexuelles à caractère pédopornographique qu'elles se seraient procurées sur les sites Chine et AliExpress. Des gardes à vue ont eu lieu à Toulouse, à Verdun et à Rouen. Posséder ces jouets sexuels réalistes représentant des enfants est constitutif du délit de diffusion de l'image ou la représentation d'un mineur présentant un caractère pornographique, passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Christophe Castaner, l'ancien ministre devenu VRP de Chine, n'est lui toujours pas inquiété, en dépit des accusations de son ancienne collègue ministre du Commerce Véronique Louwagie, qui affirme qu'il tentait de dédiaboliser à tout prix la plateforme. Une épidémie de violence qui frappe les donneurs de leçons. Mardi, c'est le médecin Jimmy Mohamed, coqueluche des médias RTL, C8 et France Télévisions, qui est mis en cause par son épouse, alors qu'il expliquait qu'avoir un chien était bénéfique pour la santé mentale des adolescents. Son épouse l'a tourné en dérision, affirmant qu'il lui faisait subir des violences psychologiques. Elle lui reproche aussi de ne pas suivre les conseils nutritionnels qu'il préconise lui-même. A-t-il au moins suivi ses propres leçons pendant la crise sanitaire ? Pour faire un bon test, on devrait faire les 2 narines dans les fosses nasales postérieures, c'est-à-dire tout au fond, et ramener un maximum de sécrétion. En clair, plus on a de crottes de nez, plus le test est de bonne qualité. Il y a une question, est-ce qu'on peut attraper la Covid quand on est vacciné ? Non, c'est fini. Alors, le vaccin, dure combien de temps ? Pfizer, 95% d'efficacité. Donc ça veut dire que vous vaccinez 10 personnes, il y en a 9,5 qui sera protégé. Je ne sais pas. À Bordeaux, le Palais Rohan retrouve sa splendeur. Demain, vendredi, la cité girondine va inaugurer la nouvelle porte de son hôtel de ville qui avait été incendié en mars 2023 lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. Plusieurs individus d'extrême gauche avaient incendié la porte du Palais Rohan en criant « ACAB » ou « On te met 68 ». La mairie a ensuite lancé une consultation publique. 75% des participants ont demandé une restauration à l'identique de ce monument. Le Palais Rohan date de la fin du XVIIIe siècle. Plus de 30 mois de travaux ont été nécessaires avant l'installation de 2 battants de 500 kg chacun. Les 2 vantaux, l'encadrement en bois et l'imposte ont été intégralement reconstruits suivant des méthodes traditionnelles par l'entreprise Les Métiers du Bois, située à Fontaine-le-Comte dans la Vienne. Les ornements ont été recréés par 2 artistes des ateliers de la Chapelle dans le Maine-et-Loire. Un cousin du T-Rex de retour au bercail. La France a officiellement restitué à la Mongolie un squelette complet de Tarbosaurus bâtard, un cousin asiatique du Tyrannosaurus rex, vieux de 70 millions d'années, saisi après une longue enquête douanière.
Ce théropode, exporté illégalement du désert de Gobi, rejoint les collections nationales mongoles où tous les fossiles sont considérés comme patrimoine inaliénable. Cette opération rappelle que l'importation en France de fossiles est légale uniquement si le pays d'origine autorise l'exportation et fournit les certificats requis. À défaut, les douanes peuvent saisir les pièces et engager des poursuites. Par ailleurs, un règlement européen impose une traçabilité stricte pour tout bien paléontologique entrant dans l'Union. L'actualité internationale en bref. Un président UDC pour la Suisse. Le ministre de l'économie, Guy Parmelin, membre de l'Union démocratique du Centre, l'UDC donc, parti patriote anti-immigration, a été élu mercredi 10 décembre président de la Confédération helvétique pour l'année 2026. À 66 ans, l'Assemblée fédérale lui a accordé 203 voix sur 210 bulletins valables. Ce vigneron agriculteur de formation occupera pour la deuxième fois cette fonction essentiellement honorifique, tout en conservant son portefeuille ministériel. Conformément à la tradition, la présidence tourne chaque année parmi les 7 conseillers fédéraux. Guy Parmelin succède à la social-libérale Karine Keller-Sutter et prendra ses fonctions le 1er janvier dans un contexte tendu, marqué par les négociations avec l'Union européenne et les menaces de surtaxe douanière américaine. Le Japon a encore tremblé. Un séisme de magnitude 7,5 a frappé lundi le nord-est du Japon, au large de Misawa, dans la préfecture d'Aomori, à une profondeur de 44 km. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont une grièvement à Hokkaido. Des vagues de tsunami de 40 à 70 cm ont touché les côtes pacifiques avant que l'alerte ne soit levée. Près de 2700 foyers ont été temporairement privés d'électricité et plusieurs incendies signalés. Le Premier ministre Sanae Takaichi a appelé la population à rester vigilante toute la semaine face au risque de réplique. Aucune anomalie n'a été détectée dans les centrales nucléaires proches. La circulation des Shinkansen, les trains à grande vitesse du Japon, a été brièvement interrompue pour inspection. 19 morts dans de nouveaux affrontements frontaliers entre la Thaïlande et le Cambodge. Parmi eux, 9 soldats thaïlandais et 10 civils cambodgiens, tués lors d'échanges d'artillerie autour des temples disputés de Preah Vihear. Plus de 500 000 habitants ont fui les zones de combat. Bangkok accuse Phnom Penh d'avoir rompu le cessez-le-feu d'octobre après l'explosion d'une mine. Le Cambodge rejette la faute sur l'armée thaïlandaise. Aucune désescalade n'est en vue avant l'appel téléphonique attendu ce jeudi de Donald Trump au Premier ministre Anutin Charnvirakul et Un Manet. L'ex-président américain, qui avait déjà obtenu une trêve en octobre, tente une nouvelle médiation. L'UNESCO s'alarme pour le patrimoine khmer, tandis que la tension reste maximale à la frontière. C'est la fin de cette édition ce soir immédiat. Merci à Boris qui m'a offert cette cravate pour le Noël de TVL. Merci de votre fidélité. À demain.